Bonjour et merci pour l'invitation à répondre à cette redoutable question. Peut-on reconstituer les mythes paléolithiques? En première approche, je dirais que la réponse dépend un peu de la personne à qui on pose la question. Si on pose la question à des archéologues, et notamment à des préhistoriens et à des paléolithiciens, la réponse est généralement négative. Non, on ne peut pas reconstituer les mythes paléolithiques. Si on pose la question à des mythologues, la réponse va être « mais bien sûr que oui, on peut reconstituer les mythes paléolithiques ». Comment ça se fait-il? Eh bien, on peut dire que les préhistoriens ont raison de dire que les mythes, ce sont des paroles, c'est un discours, c'est un matériel linguistique et que là, on a affaire à quelque chose qui ne se fossilise pas. La préhistoire concerne les périodes avant l'écriture, si on reprend la définition de Daniel Wilson en 1851. Et avant l'écriture, donc, on n'a pas de fossiles linguistiques et il est vain d'essayer de retrouver les mythes de la préhistoire. C'est une tâche impossible. Et de plus, disent les préhistoriens, c'est pas notre cœur de travail, c'est pas notre sujet réellement de reconstituer des mythes préhistoriques. Il y a une catégorie particulière de préhistoriens qui sont les pariétalistes, qui tiennent grosso modo le même discours, mais qui ajoutent que, s'agissant des images, les pariétalistes, ce sont ceux qui étudient les images sur les parois des grottes, notamment, et l'art rupestre plus généralement. S'agissant des images, eh bien, le consensus maintenant parmi eux est de dire qu'elles sont liées à une mythologie. C'est une vieille idée, c'est une idée qui a déjà été présentée par André Leroi-Gourhan, notamment dans son petit livre sur les religions de la préhistoire, publié en 1964, petit livre que lui avait commandé Georges Dumézil pour répondre aux nombreuses publications de l'abbé Glory qui voulait expliquer l'art des grottes par le chamanisme. Et André Leroi-Gourhan, dans ce petit livre, conclut que dès l'Aurignacien, très probablement, il existait déjà une mythologie. Parce que, selon lui, le couplage, ce qu'il voyait du moins comme un couplage des animaux et des cygnes, une association entre cygnes et animaux, était tellement attestée, tellement largement attestée, que cela ne pouvait témoigner que d'une mythologie constituée très tôt, dès l'Aurignacien, vers 40 000 ans, disons. C'est une idée qui perdure jusqu'à nos jours. Je cite simplement Alain Testard dans son livre sur art et religion de Chauvet à Lascaux. Pour lui, il est pratiquement évident que les hommes du Paléolithique étaient nourris de mythologie. Il considère même que c'est un postulat. Il part de ce postulat pour travailler son livre. Cette idée, en fait, si on en fait une petite généalogie rapide, on peut rappeler qu'en 1863, Hyacinthe de Charançay et Antoine d'Abadie ont fondé la Société linguistique de Paris. La Société linguistique de Paris, son article 1 disait que son but, c'est l'étude des langues, des traditions, des coutumes, des documents, c'est très large, pouvant éclairer la science ethnographique. À cette époque, ce qu'on appelait linguistique, ce n'est pas ce qu'on appelle linguistique aujourd'hui, depuis Ferdinand de Saussure. À cette époque, la science linguistique, c'était une science qui était plutôt philologique et historique, et qui étudiait, parmi les documents qu'elle étudiait, il y avait le folklore, les légendes, les contes et les mythes. Et Charles de Charançay, Hyacinthe de Charançay, a publié dans cet esprit une série d'ouvrages, notamment des études portant sur une comparaison entre ce qu'il appelait des légendes, mais c'est ce que nous appelons aujourd'hui des mythes, des légendes eurasiatiques et des légendes américaines. En particulier, il s'est rendu compte que le mythe d'Orphée, évidemment bien connu en Grèce ancienne, le mythe d'Orphée est connu des Amérindiens des plaines et que les versions que racontent les Amérindiens des plaines, on peut démontrer qu'elles sont précolombiennes. Alors les ressemblances entre ces deux mondes, apparemment complètement disjoints, pour lui, favorisait l'hypothèse selon laquelle il y a eu d'anciens rapports, dit-il, entre l'Extrême-Orient et l'Amérique. D'anciens rapports entre l'Extrême-Orient et l'Amérique, ça nous renvoie au peuplement de l'Amérique et donc au Paléolithique. Hyacinthe de Charançay, c'était d'abord un linguiste.
Il comparait des langues américaines et des langues eurasiatiques. C'était notamment un spécialiste du basque, mais aussi de beaucoup d'autres langues. Et c'est l'étude des langues qui l'a conduit à s'intéresser au folklore et à la mythologie et à faire des comparaisons entre Eurasie et Amérique. Georges Dumézil également était d'abord un linguiste. Très tôt, vers 18 ans, il apprend le latin, le grec, l'allemand, le sanskrit, l'arabe, etc. Et il est devenu spécialiste des langues caucasiennes. Il a travaillé toute sa vie sur le quechua. Et en 1954, il a publié un article remarquable qui s'intitule très modestement « Remarques sur les 6 premiers noms de nombre du turc ». Mais en réalité, il compare les 6 premiers nombres du turc avec les 6 premiers nombres du quechua. Il revient sur ce sujet en 1955, puis en 1957, où il s'associe avec Hubert Curien pour présenter une étude statistique qui montre que les concordances entre ces 6 premiers noms de nombres non seulement permettent d'établir tout un tableau de concordance entre les deux langues, mais ne peuvent pas être dues au hasard. Et il conclut que la seule explication possible, c'est une parenté originelle. Dans son dernier article, dans la conclusion, il dit que si ces travaux sont retenus, eh bien, cela conduira à réviser, à reprendre des chantiers entiers, notamment celui des rapports entre Turcs, Mongols, Tungus, Ouraliens du côté eurasiatique, mais rapports du Quechua et de l'Aymara du côté américain, et de reprendre l'histoire du peuplement de l'Amérique. Ces travaux ont été confirmés depuis. Cette année est paru un article dans la revue Nature qui montre que si on étudie la structure des langues amérindiennes, eh bien, leur structure et toute une série de caractéristiques reflètent les voies d'expansion du peuplement des Amériques. Les auteurs concluent « Nous rapportons un gradient continental dans les aspects des systèmes sonores et la structure grammaticale de ces langues qui reflète les premières voies de dispersion nord-sud et qui n'est pas expliqué par le contact local entre les langues. » Beaucoup d'autres travaux de ce type ont été publiés récemment, notamment des travaux qui portent sur la très longue histoire préhistorique en fait, des noms de nombres dans quantité de langues du monde, des travaux qui pointent l'existence d'un vocabulaire qui persiste sur la très longue durée. Et aussi, ces travaux ont bénéficié d'avance sur la façon de reconstruire les proto-langues en utilisant les procédés phylogénétiques dont parlera tout à l'heure Julien Duy, je pense. Je passe rapidement, mais par exemple, on a pu montrer que l'arbre de consensus de la superfamille eurasiatique a une racine qui se trouve quelque part vers 15 000 ans avant nos jours, et donc à l'extrême fin du Paléolithique. Il y a mieux encore, on ne peut pas encore reconstituer, peut-être on ne le pourra jamais, les langues préhistoriques, mais on peut reconstituer les sons des langues préhistoriques. Et vous avez une série d'articles qui viennent de paraître et qui montrent que les langues du Paléolithique comportaient une trentaine de phonèmes, avec prédominance des M, N, K, P et T, probablement sans labiodontale, c'est-à-dire sans F et sans V, et qu'elle reposait sur les voyelles périphériques. Les voyelles périphériques, c'est le I, le A et le OU. Et puis que probablement, ça n'est qu'après l'exode hors d'Afrique, l'épisode Out of Africa, que le nombre de voyelles a augmenté et que des voyelles intermédiaires sont apparues. Si je cite ces travaux, c'est tout simplement pour vous montrer que des comparaisons basées sur des faits linguistiques actuels ou subactuels, c'est-à-dire recueillis au XIXe siècle et au XXe siècle, permettent de remonter dans le temps jusqu'au moment du peuplement de l'Amérique. Et les linguistes parlent maintenant de fossiles linguistiques. Je trouve ça intéressant dans la mesure où il me semble que ça réfute l'objection du début disant que les phénomènes linguistiques ne se fossilisent pas. Ce n'est pas l'avis des linguistes.
Les objections des préhistoriens sont donc réfutées pour ce domaine. Lévi-Strauss a emprunté aussi à la linguistique après sa rencontre avec Roman Jakobson, et il a considéré que les mythes, c'est une matière linguistique, effectivement, mais les matériaux de cette matière linguistique particulière ne sont pas les phonèmes, les lexèmes, mais des unités signifiantes de niveau supérieur qu'il appelle les mythèmes. Les mythèmes, on peut dire que ce sont les unités minimales des mythes, tout comme les phonèmes, ce sont les plus petites unités de la chaîne parlée, et les lexèmes, les unités minimales de sens. Sur ces principes, il a mis alors en évidence des règles de transformation telles que l'inversion, la permutation. L'inversion, c'est que un mythe raconté ici en clé masculine va être raconté là-bas en clé féminine, ou bien en clé diurne et en clé nocturne. Mais l'histoire, la structure de l'histoire reste la même. Et il montre que l'inversion se produit généralement au passage d'une frontière linguistique. Cela lui permet de montrer que le mythe du dénicheur d'oiseaux a subi quantité de transformations de ce genre du nord au sud de l'Amérique. Le mythe du dénicheur d'oiseaux, c'est une histoire que je ne peux que résumer. Disons que c'est une histoire qui raconte qu'un fils a violé sa mère, son père furieux l'envoie dénicher des haras au sommet d'une falaise, et quand le fils est rendu en haut, le père retire la perche qui lui a permis de monter. Le fils se retrouve accroché en haut de la falaise, mais finalement, il est sauvé par des vautours qui le prennent sur leur dos et qui le font redescendre de la falaise. Ce mythe de référence, comme le dit Lévi-Strauss, a été étudié dans ses 4 volumes des mythologiques, avec beaucoup d'autres mythes, produits de son enseignement au Collège de France, entre 1964 et 1971. Et ce mythe de référence, pour Lévi-Strauss, fut probablement introduit sur le continent par les premiers immigrants. Cette hypothèse a été ensuite confirmée puisque, de fait, ensuite, après la publication des mythologiques, on a retrouvé ce mythe chez les Kets en Sibérie, chez les Khanty aussi et chez d'autres peuples sibériens. Cette hypothèse a été ensuite développée par Bernard Saint-Jean en 2009, qui a publié un livre où il étudie notamment le mythe d'Amirani. Amirani, c'est un géant mythique du Caucase. Il compare les mythes d'Amirani à ceux de Jean de l'Ours, autre géant mythique, disons, eurasiatique. Et puis, il montre que ces 2 récits présentent de très nombreux points communs avec les récits du Gargantua populaire, qui, lui, est un mythe, disons, d'Europe occidentale. Et ce qui est plus important, que tous ces récits sont en réalité des inversions du mythe du dénicheur d'oiseaux. Et il conclut, la comparaison permet de tracer l'image d'un très ancien héros, et des parallèles entre l'Amérique et l'Asie, à eux seuls, renvoient au Paléolithique. Lévi-Strauss lui-même avait abouti à des conclusions similaires en partant d'un autre mythe encore, celui du passeur susceptible, ou, dit-on également, du passeur trompé. C'est l'histoire d'un être aquatique qui est carnivore, disgracieux, qui a une haleine insupportable, qui est très très moche, et qui accepte de passer sur son dos un animal terrestre qui veut traverser une rivière ou qui veut se rendre dans une île. Et l'animal terrestre sur le dos de l'animal aquatique a grand peur que celui-ci le jette à l'eau ou le dévore, et donc pendant tout le voyage, il le complimente sur son haleine parfumée, sur sa beauté, etc. Le mythe du passeur susceptible est extrêmement répandu et, selon Lévi-Strauss, au terme de son étude, qu'il a reprise plusieurs fois, il s'agit d'une vaste transformation, un système de transformation, disons, qui s'étend aux 2 hémisphères. Et il conclut, dans sa dernière étude sur ce sujet, tout se passe comme si un système mythologique peut-être originaire de l'Asie continentale était passé d'abord au Japon, ensuite en Amérique. Dans son dernier livre, il s'interroge
en se demandant si, de comparaison en comparaison, de système de transformation en système de transformation, on ne pourrait pas arriver à un très vaste système de transformation qui impliquerait toute la mythologie du monde dans une sorte de mythologie générale. C'est, disons, une hypothèse vertigineuse qui n'a pas été suivie, mais maintenant, sans aller jusque-là, on peut travailler dans cette perspective en utilisant de très riches bases de données qui sont à notre disposition. En voici une qui traite des mythes anthropogoniques, ceux qui racontent, qui exposent l'origine de l'humanité. Alors là, c'est la base que j'ai constituée moi-même sur les mythes anthropogoniques. On voit à gauche la version originale. Le mythe est décomposé en mythèmes. À chaque fois qu'un mythème est présent, c'est indiqué par 1. Quand il est absent, c'est indiqué par 0, ce qui permet ensuite de faire des travaux statistiques. On tient compte évidemment de l'ethnie telle qu'elle est citée dans la source. On tient compte de la famille linguistique, des langues dans lesquelles sont racontés les mythes. Et bien sûr, toutes les fiches sont géoréférencées puisque ces mythes ont été racontés sur un point du globe. Il y a donc des coordonnées géographiques. Lorsqu'on tient compte de tout cela, eh bien, c'est très facile ensuite de réaliser des cartes de répartition mondiale de chaque mythe. Par exemple, vous avez ici la carte de l'origine céleste de l'humanité. À l'origine, les humains n'étaient pas sur Terre, ils étaient au ciel. Un jour, par une liane, dans un panier, ou simplement en chutant, une femme enceinte est tombée sur Terre. C'est l'origine de l'humanité. Voici la carte des répartitions mondiales de ce type de mythe. Je peux faire ça avec cette base de données pour tous les mythes d'origine de l'humanité. Voici la carte de répartition du mythe dit du corps souillé, qui est une variante des mythes de choroplastie. Les mythes de choroplastie, ce sont ceux qui exposent que l'humanité a été créée par une divinité choroplaste, une divinité potière, qui a pris une boulette d'argile, qui l'a malaxée et qui a avec créé les premiers humains. Voici la répartition strictement eurasiatique du mythe du corps souillé. Il y a une attestation en Algérie, mais on peut montrer que c'est une introduction récente d'une version islamisée. L'intérêt de ces cartes, c'est qu'on peut les comparer. Déjà, c'est intéressant de voir la répartition différentielle de chaque mythe. On peut les comparer et l'on voit que les mythes ont des répartitions très, très, très différentes. Si je superpose, par exemple, la carte du corps souillé et celle de l'émergence primordiale, je m'aperçois que la répartition de ces deux mythes est complémentaire. Et donc, il saute aux yeux que cette répartition n'est pas du tout aléatoire. Cette répartition doit être expliquée. Elle résulte de quelque chose qui, manifestement, touche à l'histoire sur la très très longue durée, et donc sur la préhistoire. Le corps souillé, l'émergence primordiale, ce ne sont que quelques mythes anthropogoniques. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait. Il y en a une toute petite dizaine, et ils sont très inégalement répartis. Alors, disons que les principaux, ce sont les mythes qui exposent que les humains sont d'origine minérale, ils sont nés d'une pierre jetée, par exemple, ou bien d'origine végétale, les premiers humains ont été taillés dans un tronc d'arbre où ils sont sortis de roseaux. Ils sont d'origine céleste, comme je viens de l'exposer. Ils peuvent être d'origine animale. Ce sont des animaux, d'anciens animaux qui se sont métamorphosés, perdant leurs attributs animaux tels que cornes, longue queue, etc. Ou bien ils ont été créés ex nihilo par une divinité, par son souffle, par une émanation. Encore, ils peuvent avoir une origine aquatique. Un jour, ils sont sortis des eaux d'un lac, d'une rivière, de la mer. Ou bien, ils ont été produits par engendrement. Deux divinités se sont accouplées et ont produit les deux premiers humains. Ce sont les principaux mythes anthropogoniques repérés. Et le mythe de l'émergence primordiale est de très, 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 très loin le plus largement répandu, le plus fréquent dans le monde. Et cela incite à penser que c'est probablement le plus ancien. Cela se vérifie si on travaille avec les outils de la phylogénétique. Je pense que Julien vous exposera ça plus en détail. Je passe rapidement, je présente juste le résultat. En gros, ça consiste à transformer les mythes en une ligne de code, puisqu'on a codé chaque mythème en 1 s'il est présent, en 0 s'il est absent, eh bien le mythe peut être transformé en une ligne de 0 et de 1. Les phylogénéticiens reconstruisent l'arbre du vivant en utilisant le code génétique des êtres vivants. Nous pouvons reconstruire l'évolution des mythes en utilisant non pas un code génétique, mais le code qui
symbolisent les mythes eux-mêmes. Si on rentre ce code dans les logiciels qui permettent de faire ce travail et qui sont, disons, éprouvés depuis longtemps, eh bien, on obtient un arbre, un phénogramme comme celui-ci. Ça se lit de gauche à droite, le temps s'écoule de gauche à droite, l'évolution des mythes, les mythes se diversifient de gauche à droite à mesure que le temps passe. Et pour réaliser cet arbre, je n'ai rentré dans le logiciel que les lignes de 0 et de 1, c'est-à-dire que les récits, que les contes, que les mythes. Je n'ai pas tenu compte, je n'ai pas introduit dans les calculs la provenance, ni la langue, ni l'ethnie. Il n'y a que les récits, que les lignes de 0 et de 1. Et à partir de cela, le logiciel présente cet arbre évolutif. Le logiciel ne sait pas d'où proviennent les mythes. Il ne sait pas de quelle ethnie, de quel endroit du globe. Moi, je le sais. Et je peux le réintroduire ensuite sur l'arbre. Si je fais ça, et si je réintroduis les provenances sur l'arbre, eh bien je m'aperçois que les provenances africaines, et notamment d'Afrique australe, se trouvent à la base de l'arbre, que les provenances océaniennes et eurasiatiques se trouvent dans la partie médiane de l'arbre, et à droite, ce sont les provenances américaines, avec en particulier, à l'extrémité des branches, les provenances d'Amérique du Sud. C'est-à-dire qu'en utilisant uniquement les récits, sans tenir compte de leur localisation géographique ni de quelque autre information, je retrouve quelque chose qui ressemble fortement à l'histoire du peuplement du globe par l'humanité. Non seulement on peut faire ce type de travail, mais on peut aller plus loin. Ces outils statistiques permettent non seulement de reconstituer l'arbre qui visualise, qui nous permet de visualiser l'évolution des mythes eux-mêmes, mais aussi on peut visualiser l'évolution de chaque mythème. Je vous donne juste un exemple qui touche au mythe de l'émergence primordiale de l'humanité. C'est le mythème qui vous explique que autour du trou de l'émergence par lequel les humains et les animaux qui vivaient autrefois dans d'immenses cavernes souterraines, un jour sont sortis à l'air libre avant de se disperser sur le globe. Autour de ce trou se trouvent des cupules, des gravures, des traces de pas, des pédiformes, comme disent les pariétalistes. Et ces traces sont la preuve que l'histoire est vraie. Et ce sont les marques des premiers êtres quand ils sont sortis à l'air libre, quand ils se sont agrippés aux rochers, quand ils ont marché sur les rochers, au temps où les pierres étaient molles. Ce mythème a 97,5% de chances d'avoir été présent dans le récit dès le moment où il a commencé d'être raconté, donc en Afrique, avant l'exode out of Africa. Si je fais le même calcul pour tous les mythèmes et que je ne retiens que ceux qui ont au moins 97, 98, 99, jamais 100%, puisqu'on fait des statistiques ici, chance d'avoir été présents à la base de l'arbre, eh bien je peux reconstituer non pas le mythe originel, mais la structure du mythe d'origine. Et j'obtiens ceci. Je ne peux pas raconter l'histoire telle qu'elle se racontait au Paléolithique. Je ne sais même pas dans quelle langue elle était racontée, peut-être ne le saura-t-on jamais. Mais je peux dire que cette histoire, dès l'origine, quelque part en Afrique, quelque part avant 100 000 ans, quand, je ne sais pas non plus, mais avant la sortie d'Afrique, on racontait que un jour, les humains et les animaux sont sortis du sol. Ce mythe racontait l'émergence des animaux et l'émergence des humains, en racontant que cette émergence s'est effectuée directement par un trou dans le sol, qu'on peut voir encore, dit-on souvent. Et cette émergence explique aussi l'origine de la mort. Je passe, je pense que Julien reviendra là-dessus. Et en tout cas, dès le début, on racontait aussi que des marques rupestres autour du trou de l'émergence témoignent de la véracité du récit et permettent de le localiser. En fait, il me semble donc que, bien sûr, qu'on peut reconstituer les mythes du Paléolithique et probablement que le grand mythe anthropogonique du Paléolithique était celui de l'émergence primordiale et que donc les humains qui sont allés orner des grottes en plusieurs endroits du monde
avaient en tête ce mythe-là. S'ils avaient en tête un mythe important, puisqu'anthropogonique, les mythes anthropogoniques sont pour les humains les plus importants de tous les mythes, et ce sont ceux qui résistent le plus longtemps au changement, eh bien, ils avaient en tête le mythe de l'émergence primordiale. Et l'ornementation des grottes préhistoriques a probablement quelque chose à voir avec ce mythe, mais là, c'est une autre histoire et je préfère m'arrêter là pour laisser le temps à Julien de développer.